Quand j'étais enfant, j'adorais la civilisation romaine et je lisais avec beaucoup d'engouement les aventures d'Alix. Alors, quand il a fallu choisir ce que j'allais faire au gymnase, j'ai opté pour, en fait, le latin grec. Et alors, j'ai dû expliquer à mon père que le latin grec, ça pouvait être utile dans la vie et que je voulais faire archéologue. Et lui, qui était ingénieur en génie civil, pour lui, les archéologues, c'était plutôt les gens qui bloquaient les chantiers dont il avait la charge. Alors, je ne me rappelle pas tout à fait comment j'ai réussi à le convaincre, mais quoi qu'il en soit, grâce au soutien de mes parents, j'ai pu m'engager dans cette voie au collège de Saint-Maurice. Et puis, petit à petit, la musique a pris pas mal de place dans ma vie. J'avais déjà quelques années de piano dans les doigts, et puis la direction de chœur et d'orchestre m'a beaucoup accaparé. Et donc, au moment où il a fallu choisir ce que j'allais faire à l'université, j'ai donc décidé de concilier mes deux passions, c'est-à-dire à la fois l'Antiquité classique et la musique classique. Et j'ai opté pour finalement la musicologie en branche principale et la philologie classique, comme ça a été gentiment rappelé, en branche secondaire, et je suis parti sur Fribourg. Fribourg parce qu'il y avait là un titulaire qui était de la chaire de musicologie, qui était une des plus grandes sommités mondiales de la musicologie. Je veux parler de feu le professeur Luigi Ferdinando Tagliavini. Pourquoi je vous raconte tout ça? C'est pour vous dire que, d'abord, quand je suis ici chez vous ce soir, eh bien, je me sens un peu chez moi, puisque je suis un lettreux, moi aussi. Et puis aussi parce que, comme vous le voyez, les lettres, ça mène à tout, y compris à la direction de la RTS. Quand on est à la direction de la RTS, on dirige une entreprise média qui produit et diffuse 4 chaînes de radio, 2 chaînes de télévision, de nombreuses plateformes digitales, beaucoup de présence sociale aussi. Nous avons un mandat, la concession, qui nous impose de couvrir des domaines très très larges, puisqu'il s'agit de l'information, il s'agit de la formation, de la culture, du divertissement, du sport. Nous avons pour mission de nous adresser à tous les publics, avec, pour ces contenus que je viens de rappeler, une haute exigence de qualité, tant sur la forme que sur le fond. Et pour faire tout ça, finalement, nous sommes 1600, répartis sur les sites de Genève, de Lausanne et dans les différents cantons pour l'information régionale, et nous gérons un budget de 350 millions. 350 millions de francs, un budget annuel, c'est pas mal, mais c'est seulement un mois du budget du service public en France. L'enjeu pour nous, et c'est ici que normalement j'avais un autre slide, mais on verra bien quand est-ce qu'il va apparaître, c'est de gérer la transformation et l'adaptation du service public audiovisuel dans un contexte extrêmement disrupté et en profond bouleversement, puisque le bouleversement touche à la fois sur les usages et les intérêts du public, je vais en parler par rapport à l'information, mais aussi sur la concurrence mondialisée par rapport à laquelle nous sommes clairement des nains, ainsi que la question du financement du service public, une question qui est débattue tant sur le modèle que, évidemment, sur l'évolution des revenus qui est à la baisse, et enfin, sur la question de la crise des institutions. En disant tout à l'heure que je me sentais un peu chez vous, un peu chez moi en étant chez vous, je me sens aussi un peu chez moi parce que RTS et université, nous avons en fait une mission commune, qui est celle de servir la société. Cette mission, nous la réalisons tous les jours, à travers la création de valeur qui est la nôtre dans tous nos domaines. Chacun dans notre domaine, nous produisons de la connaissance, c'est-à-dire ce que nous appelons chez nous de l'information. Et cette connaissance et cette information, nous ne la gardons pas précieusement, jalousement pour nous, comme le ferait une élite dans sa tour d'ivoire, mais nous la distribuons tous les jours largement au public. Chacun dans notre domaine, nous sommes à la recherche de la vérité. Et pour cela, nous cherchons à établir les faits, nous investiguons, nous menons des enquêtes journalistiques, et savez-vous que enquête journalistique en allemand se dit recherche, et nous appuyons sur une démarche qui est à la fois critique et indépendante, et Dieu sait que l'indépendance de nos jours est extrêmement importante. Chacun dans notre domaine, nous constituons jour après jour un corpus scientifique et un patrimoine audiovisuel sur lequel nous pouvons fonder ensuite nos prochaines recherches, nos prochaines productions audiovisuelles, et nous léguons tout cela aux générations futures. Un des beaux exemples de cette collaboration et de ce corpus scientifique et de ce patrimoine audiovisuel que nous constituons tous les jours, c'est clairement, à mes yeux, Avis d'experts. Cette plateforme que nous avons lancée ensemble en 2013, Triangle Azur, à savoir l'université de Lausanne, de Genève et de Neuchâtel, ainsi que la RTS, et que nous portons depuis 2013 ensemble,
en l'ayant ouverte à des chercheurs, chercheuses, des partenaires de l'EPFL, de l'Université de Fribourg, du Graduate Institute de Genève, des hôpitaux universitaires aussi, et récemment des hautes écoles de Suisse occidentale. C'est une offre qui est tout à fait originale, qui est commune, comme je l'ai dit, originale et de qualité. Elle est originale parce qu'à ma connaissance, la RTS est un des rares médias audiovisuels publics qui s'efforce constamment de donner la parole aux expertes et aux experts pour donner plus de robustesse à sa couverture de l'actualité. Et puis, elle est de qualité, cette offre, parce que c'est une plateforme qui rassemble près de 14 000 contributions audiovisuelles, vos contributions audiovisuelles qui ont été diffusées sur nos antennes, et qui ainsi rassemble la contribution de près de 3 500 chercheuses et chercheurs en Suisse romande. Par ailleurs, Avis d'experts est déjà en train d'évoluer dans une dimension plus moderne, plus ambitieuse, avec le développement de Compascience, qui est en fait un outil de cartographie sémantique alliant les savoirs, les experts, les expertises et les contenus médiatiques. Je disais que nous, médias et universités, hautes écoles, nous avons une mission commune. Alors on ne s'étonnera pas, si on a une mission commune, qu'on ait face à nous une sorte de front commun, des méfiances, voire des haines à notre endroit. D'abord, la méfiance vis-à-vis de l'État et des institutions qui lui sont proches. Et la SSR, quoique une entreprise privée, puisqu'elle est une association, elle a un mandat public et donc on est considérée comme proche de l'État. Cette méfiance vis-à-vis de l'État et des institutions publiques, évidemment, se nourrit des idées ultralibérales, néolibérales, libertariennes, et on l'a vu beaucoup à l'œuvre dans la campagne Nubilag, dont je dirai un mot tout à l'heure. Je pense qu'une des formes les plus exacerbées de ce mouvement-là, c'est clairement les mouvements qui ont installé Donald Trump aux États-Unis à la présidence. Deuxième type de méfiance, la méfiance, je crois, vis-à-vis des gens qui savent. Or, les scientifiques et les journalistes, aux yeux des personnes méfiantes, ont un agenda caché. Ils exploitent leurs connaissances et leur information pour orienter l'opinion publique, influencer les décisions politiques. Et on l'a vu particulièrement pendant la crise Covid, où le monde scientifique a été attaqué, mais nous aussi les journalistes. Puisque pour la première fois, j'ai vu une manifestation devant la tour de Genève avec 15 policiers de la gendarmerie genevoise habillés comme des Robocop. Et puis nous avions un peu partout des autocollants RTS Info, RTS Infox. Enfin, la méfiance vis-à-vis de la vérité. Cette vérité qui, avec la dureté des faits, eh bien, vient déranger les vérités alternatives et les théories complotistes. Toute la convergence de ces méfiances nourrit le débat public contre le service public. On l'a bien connu en Suisse en 2017-2018 avec la campagne Nubilag et on le connaît maintenant de nouveau avec l'initiative 200 francs ça suffit qui vise à couper par deux l'attribution, la redevance d'abord et l'attribution à la SSR. Mais on le voit aussi dans les pays européens, avec en France, pour le rappeler, la suppression de la redevance cet été, une redevance qui sera remplacée par une contribution de l'État, ce qui pose quelques questions en termes d'indépendance. Mais aussi au Royaume-Uni, avec la décision gelée provisoirement de Boris Johnson, la décision de supprimer la redevance. Et je pense qu'il ne faut pas attendre grand-chose de Liz Truss, qui a déjà refusé d'accorder des interviews à la BBC qu'elle juge beaucoup trop orientées. Et puis on verra bien ce qui se passera le week-end prochain en Italie avec les élections générales. Pour les gens qui soutiennent la suppression de la redevance ou sa réduction de moitié, en fait, la question est simple. Pourquoi faudrait-il que l'État se substitue au marché et finance ce que le marché pourrait financer? Si on peut comprendre l'idée, en fait, l'idée n'est absolument pas réaliste, notamment en Suisse, notamment dans le monde audiovisuel, parce que la Suisse est un tout petit territoire, et puis qu'elle est ensuite morcelée en 4 marchés linguistiques. Mais il y a aussi une autre idée qui me paraît plus dangereuse. C'est l'idée que seul le succès acquis sur le marché serait légitime. Comme j'ai pu l'entendre personnellement, puisque j'étais très actif dans cette campagne en 2017-2018, ce que j'ai entendu, c'est écoutez, cher directeur, si vous faites bien votre travail, les gens apprécieront la RTS, vous aurez du succès et ils s'abonneront. OK, mais c'est oublier que grâce à la péréquation financière que nous orchestrons au sein de la SSR,
un tiers de l'offre de la RTS est financée par les Suisses alémaniques. Autrement dit, l'abonnement ou la redevance romande coûterait au moins un tiers de plus. Pour autant que toutes les Suisses romandes et les Suisses romands veulent bien payer cet abonnement. Et ce serait pratiquement le double en Suisse italienne. Alors je crois, voyez-vous, que le service public, c'est cela. C'est-à-dire, je contribue à des prestations, je contribue au pot commun, en payant des prestations que je n'utiliserai pas nécessairement ou pas complètement. Un peu comme tous ces gens qui paient à travers leurs impôts les hautes écoles et les universités, quoiqu'ils ne viendront jamais étudier dans ces écoles, mais parce qu'à la fin, toute la société et toute la population bénéficient des prestations du service public, qui est un bien public. Autre élément disruptif face auquel nous devons lutter ou nous devons nous adapter en tant que médias audiovisuels, c'est évidemment la concurrence des plateformes, la concurrence des géants de la tech. Je ne vais pas ici vous en parler longuement, car vous connaissez ça par cœur et vous l'étudiez certainement bien mieux que moi. Mais simplement, j'aimerais vous dire ceci. Savez-vous que les 10 plus grandes entreprises de la tech internationale mondiale, on parle ici des GAFA, de Microsoft, d'Alibaba, de Netflix, les 10 plus grandes entreprises de la tech internationale ont ensemble 22 fois plus de budget que les 66 médias de services publics européens. 22 fois plus de budget que tous les services publics européens. Et pourtant, malgré cette différence de taille considérable, les services publics européens financent 40% de la production de contenu en Europe. Troisième disruption très importante, les usages et les intérêts du public. Et donc là, je vais parler de vous. Ça fait longtemps que le cercle familial devant la télévision ne ressemble plus à ça, mais plutôt à ceci. Chacun sur son écran, et puis quand on fait souvent deux à trois choses en même temps, le fameux multitasking. Le digital a pris une telle place dans notre vie. Le smartphone est devenu un tel prolongement de nos bras que chaque jour, mesdames, messieurs, nous parcourons en moyenne 100 mètres sur nos écrans. Vous voyez ce que ça donne en Suisse romande. Vous avez ici la représentation, j'espère que c'est lisible pour tout le monde, de l'utilisation des 3 familles de médias, la radio, médias linéaires, en direct si vous voulez, la télévision, médias linéaires également, et le digital. Ici avec toutes les différentes formes de présence sociale, de distribution, de streaming et de SVOD. Vous avez en ordonnée l'empreinte, c'est-à-dire le nombre de personnes qui utilisent ces médias, et en abscisse, le temps passé dans l'utilisation de ces médias. Et plus les bulles sont grandes, plus il y a de gens qui utilisent ces médias. Sans entrer dans le détail, qu'est-ce qu'on observe? Sur 10 ans, eh bien, la télévision et la radio sont utilisées par autant de gens, mais 2 fois moins longtemps. Et le digital est utilisé par plus de gens, mais 5 fois plus longtemps. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe ici, ce que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire la différence en fonction des classes d'âge. Dans le fond, pour faire simple, dans les classes d'âge de plus de 50 ans, la partie droite du tableau, on voit que les médias linéaires, radio et télévision, occupent la place première du podium, avec bien sûr une présence digitale qui est toujours plus importante, mais surtout que dans la partie à gauche du tableau, les 18-24 ans ont une consommation qui est radicalement différente de la moitié de la population. C'est-à-dire que, d'une part, la SVOD, les plateformes comme Netflix par exemple, Amazon Prime, etc., en fait, concurrencent directement le temps d'attention de la télévision. Mais surtout, les réseaux sociaux sont utilisés à peu près 5 fois plus que les autres médias traditionnels. Il y a aussi un autre bouleversement dans notre métier. Ce n'est pas seulement le temps d'attention, ce n'est pas seulement la concurrence, mais c'est aussi ce que les jeunes générations notamment, et j'espère que les gens qui sont ici dans cette salle se reconnaîtront un peu, ce serait intéressant d'en parler tout à l'heure, c'est la conception même de l'information. D'après une étude qui a été publiée récemment par le Reuters Institute for the Study of Journalism, le public, les jeunes générations notamment, considèrent en fait qu'il y a 3 types d'informations qui les intéressent de la même manière. Les informations qu'il faut connaître, need to know, les informations qui m'intéressent à titre personnel, parce que ça correspond à mes opinions, à mes attentes ou à ce que je vis dans ce moment de ma vie, et les informations de même qualité et de même importance, même si elles sont différentes, mais les informations divertissantes.
Et ça, l'air de rien, c'est totalement bouleversant pour les journalistes que nous sommes. Parce que pendant des années, on a appris que dans le journalisme, il ne fallait pas offrir ce qui était intéressant, mais ce qui était important. Que la noblesse du service public, c'est de couvrir, de choisir les informations importantes. Need to know. Et on voit aujourd'hui qu'une part de plus en plus importante de la population considère que c'est aussi important, finalement, d'avoir des informations qui relèvent de mon intérêt personnel ou du divertissement. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on voit que dans la première catégorie, need to know, on a l'essentiel des informations politiques. Mais que dans les informations d'intérêt personnel que je vais chercher en fonction de mes opinions, on a des informations qui relèvent, par exemple, de la science. Et on comprend ainsi le débat qu'il peut y avoir sur la perception des vérités scientifiques dans une partie de la population. Comment donc nous positionner en tant que médias de service public par rapport à cette attente du public? Comment nous positionner alors que pendant des années, nous avons été dans une logique d'offre, les journalistes captant l'information, la vérifiant, la triant, la hiérarchisant et l'offrant au public, alors qu'aujourd'hui, on voit une montée très forte d'attente, donc une logique de la demande. Je vous assure que ça génère des débats absolument homériques au sein de notre maison. Et puis, il y a un autre changement très important. C'est la question même de l'impartialité. Dans la même étude, il s'est avéré en fait que de plus en plus de gens dans les jeunes générations considèrent que en fait, les journalistes devraient donner leur opinion en délivrant l'information. Alors que notre métier de base, c'est constamment de distinguer les faits des commentaires. Là aussi, la question de l'impartialité fait un grand débat dans nos rédactions. Toujours au domaine de l'information et des changements auxquels nous devons faire face, dans cette même étude, il y a eu une information qui a beaucoup secoué le monde médiatique. C'est ce qu'on appelle la news fatigue. En moyenne mondiale, 38% des gens, 38% des personnes sondées évitent de manière active les news. Et cette moyenne, elle est largement dépassée dans certains pays. Au Brésil, 54% des gens évitent activement l'information. Au Royaume-Uni, nous en sommes à 46%. Aux États-Unis, 42%. Et dans les pays que j'ai cités, ça a doublé en 5 ans. Je n'ai pas les chiffres pour la Suisse, j'ai beaucoup cherché, mais nous avons les chiffres dans les pays qui nous environnent. Et il y a tout de même en France 36% des gens qui évitent l'information, 34% en Italie et 29% en Allemagne. Et pourquoi les gens évitent-ils activement l'information? Eh bien, pour près de la moitié, 43% d'entre eux, parce qu'il y a trop de politique et trop de Covid dans l'information. Ou pour 36%, parce que les news affectent négativement mes humeurs et mes émotions. Ou pour 29%, parce que je suis épuisé par la masse d'informations. Toujours dans les changements apportés par ces dernières études, c'est l'indicateur de confiance. Eh bien, voyez à quel point, si c'est lisible pour vous, à quel point, avant et après la période Covid, qui est marquée ici par une colonne grisée, une période Covid qui a permis un sursaut de confiance dans tous les médias, eh bien, vous voyez à quel point certains événements politiques dans les pays, ces événements politiques qui divisent la société, ont aussi pour conséquence de casser, de briser la rupture dans les médias. Vous avez ici sous les yeux l'exemple des USA, des États-Unis, avec l'élection de Trump. Au Royaume-Uni, l'exemple, le premier décrochage du Brexit et le deuxième décrochage avec l'élection de Boris Johnson. En France, l'exemple avec les manifestations des Gilets jaunes. Quand je vous dirais qu'en France, la confiance accordée dans les médias est de 29% et qu'elle est ainsi un des taux les plus bas d'Europe, quelques points seulement au-dessus de celle des États-Unis, il y a lieu de s'inquiéter pour la qualité du débat public chez notre voisin. Heureusement, en Suisse, la situation est un peu meilleure. Elle est plutôt stable, avec une légère érosion après le Covid. Elle est de l'ordre de 46%, tous médias confondus. Mais nous en sommes assez fiers, même s'il faut soigner la confiance tous les jours. Pour le service public, elle est très haute, tant en Suisse alémanique qu'en Suisse romande, puisque nous avons entre 68 et 70 quelques pourcents de confiance, mais surtout seulement 10 ou 11% des gens qui ne font pas confiance à SRF en Suisse alémanique ou à RTS en Suisse romande.
Alors face à toutes ces disruptions, face à ce contexte extrêmement chahuté et troublé, à la crise institutionnelle, aux usages du public, à la question du financement aussi, ou au rapport à l'information, que faisons-nous comme médias de service public pour assurer notre avenir? Eh bien, nous avons établi une stratégie sur 3 piliers. D'abord, une stratégie de ce que nous vous offrons, ensuite un travail sur la marque, et enfin la relation et la proximité avec le public. Au niveau de ce que nous vous offrons, nous avons mené une grande étude en Suisse romande. Si ça intéresse des chercheurs parmi vous, je pense que nos organes de recherche et d'audience sont tout à fait ouverts à vous donner ces résultats. Nous avons mené une grande étude patiente, longue, auprès de 2500 romans des romans, pour savoir, en fait, non pas qui ils sont, etc., en termes de consommation, est-ce qu'ils sont sur des tablettes, etc., mais qu'est-ce qui les intéresse? Nous avons osé poser cette question de l'intérêt et d'être un peu plus dans l'écoute de la demande que celle de l'offre, pour ensuite établir une stratégie de l'offre. Et en fait, nous avons identifié 17 tribus ou familles, si vous voulez, entre les gens qui sont très informés ou peu informés, ou qui veulent du divertissement ou pas. Et nous avons rassemblé ces 17 tribus en 4 familles principales, les RTS fidèles, les RTS fragiles, les RTS futurs et les RTS réticents. Vous les avez sous les yeux. Les fidèles, c'est ceux qui, quoi qu'il se passe, resteront fidèles à nos programmes, et je les en remercie. C'est principalement des gens qui sont fidèles à la télévision, à la radio, et un peu aussi à l'offre digitale, puisque le digital, maintenant, se trouve vraiment dans toutes les générations. Les fragiles, c'est celles et ceux qui regardent la télévision, mais un peu plus chez les autres. Un peu moins chez RTS, et un peu plus sur M6, TF1, etc. La question, c'est donc comment les ramener un peu chez nous? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les intéresser? Les futurs, c'est celles et ceux qui sont plus vraiment en radio, plus vraiment en télévision, mais clairement sur les offres digitales, alors qu'on ne sait plus trop ce qu'est la télévision et le digital, dans la mesure où Temps Présent, dont on parlait, connaît un score faramineux sur YouTube. Bref, c'est la consommation digitale. Et les réticents, intéressants. Ces fameux 10% qui ne font pas confiance à la RTS, on les retrouve un peu ici, avec 13% de gens qui disent « moi, les médias, j'en ai pas envie ». Donc, nous avons établi une stratégie avec 4 verbes. Il faut conforter les fidèles, il faut fidéliser les fragiles, il faut conquérir les futurs et il faut toucher les réticents par opportunité. Les fragiles et les futurs, c'est 56% de la population. Et grâce à la stratégie que je vous ai donnée avec ces 4 mots, l'idée, c'est d'augmenter le nombre de fidèles autour de nous. Quand nous produisons de nouvelles offres digitales, peut-être les connaissez-vous, surtout les plus jeunes parmi nous, nous avons du succès et on est très très heureux en fait aujourd'hui ou hier, le 1 million d'abonnés sur TikTok pour Tataki, alors que c'est une offre qu'on a lancée à peine il y a 1 année sur TikTok, parce qu'elle est évidemment présente depuis 5 ans sur toutes sortes d'autres réseaux sociaux. Et puis surtout, nous sommes fiers, heureux d'avoir constaté dans une étude commandée par le gouvernement cantonal vaudois en juin dernier, étude QualInsight, auprès des jeunes vaudoises et vaudois de 17 à 24 ans, fiers de constater que, quand on leur demande comment vous vous informez, le premier média qui est cité, utilisé au moins une fois par semaine, c'est à 54% la RTS, chez les 17 à 24 ans. Le deuxième média, c'est 20 minutes, 43%, et le troisième média, ou la marque, c'est Tataki, 32%. Donc nous occupons fièrement 2 positions sur le podium. Voilà pour l'offre, pour être bref. Au niveau de la marque, l'idée aujourd'hui, c'est de rassembler la diversité de nos offres, extrêmement variées, extrêmement larges, qui touchent tous ces publics, tous ces domaines dont j'ai parlé tout à l'heure dans la concession, de les rassembler autour de la marque RTS, pour se faire repérer en tant que marque de service public, porteuse de valeurs créditées par le public, nous l'avons vérifié par enquête, porteuse de valeurs de proximité, d'ancrage roman, de fiabilité, de qualité et de crédibilité. Et puis enfin, le troisième axe, c'est l'ouverture au public. Et naturellement, l'ouverture au public, elle va occuper une place très importante dans la vision du bâtiment que nous sommes en train de construire ici sur le campus. Avec le nouveau bâtiment sur le site de l'EPFL, la RTS va vraiment changer d'époque. Elle va déjà quitter des bâtiments anciens qui devraient être rénovés et qui parfois posent aussi des problèmes de sécurité pour entrer dans un bâtiment moderne, nouveau, qui correspond vraiment à nos besoins, flexible, inscrit aussi dans le développement durable. Et puis elle va changer d'époque aussi parce qu'elle va quitter une organisation ancienne,
avec la radio à Lausanne, la télévision à Genève, une organisation par médias séparés, verticaux, pour entrer dans une organisation horizontale, comme le bâtiment, une organisation par domaine de programme qui produisent pour l'ensemble des vecteurs, pour l'ensemble du public. Nous avons imaginé ce bâtiment comme un bâtiment flexible et modulaire. Donc c'est un vrai challenge parce que nous devrons réfléchir comment chercher, trouver une forme pour quelque chose si ouvert, si éphémère que la production du média. L'émergence média va avoir ses membres de famille, c'est-à-dire l'émergence logistique, l'émergence administrative avec les restaurants et l'émergence plateau où on va trouver des studios modulables. L'ouverture au public est un enjeu fondamental pour la RTS qui remplit ainsi sa mission de dialogue avec la population. On sera en mesure d'organiser des expériences événementielles et audiovisuelles pour le public. Nous proposerons aussi un certain nombre d'ateliers éducatifs pour sensibiliser les jeunes à l'information et aux médias. Et enfin, la RTS, notre ambition avec les sites de Genève et de Lausanne est qu'ils deviennent petit à petit de véritables pôles culturels et d'innovation en Suisse romande. Le processus est long et complexe. Nous le travaillons activement en intégrant l'ensemble des besoins et contraintes de l'entreprise. Un vrai défi pour les équipes de la RTS. Côté construction, le bâtiment avance bien, le chantier avance selon le planning initial avec une mise en service courant 2025. Avec ce nouveau bâtiment, nous construisons l'avenir du service public. Un service public capable de relever les défis du futur, technologiques, éditoriaux, pour produire de nouvelles émissions, de nouveaux programmes pour vous, et aussi pour vous accueillir, car cette maison, ce sera la vôtre, ce sera la maison du public. En effet, ce sera la vôtre, ce sera la maison du public, puisque vous avez vu une image du hall dans lequel nous pourrons vous accueillir, parce que ce bâtiment, contrairement aux anciens bâtiments, va être totalement ouvert, dans cette partie-là, du moins, pas dans la partie des rédactions, mais dans à peu près un bon tiers du bâtiment, contrairement aux bâtiments que nous occupons aujourd'hui, qui sont fermés et à l'écart. Et dans le fond, nous avons l'ambition d'être une maison du public. Et si nous venons ici nous installer sur ce campus, c'est parce que nous espérons pouvoir bénéficier des forces, des dynamiques de cet écosystème puissant qu'il y a ici au bord du lac Léman, comme nous vivons aujourd'hui dans l'écosystème urbain à Genève, puisque nous sommes entourés par l'Université de Genève, avec laquelle nous avons une très très forte collaboration. Et nous espérons vivement, comme ça a été rappelé par Monsieur le Doyen notamment, pouvoir intensifier ces coopérations avec vous. Il y a beaucoup de choses à faire, je crois. Je ne vais pas ici commencer à imaginer dans le détail ce qui peut être fait, parce que nous devons le co-construire. Mais il y a beaucoup de travail, je crois, à faire, évidemment, d'abord sur le plan de la recherche sur les médias. Il y a du travail à faire sur l'innovation programmatique et technologique. Je pense aux expériences utilisateurs, je pense à la création de contenu à partir des archives notamment, je pense à des nouveaux formats, des nouvelles formes de distribution, à l'utilisation des objets connectés par exemple, à tout ce qui concerne la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Nous aurons dans ce bâtiment un studio immersif qui sera co-exploité avec les PFL qui entendent développer l'enseignement immersif. Mais comme vous le savez, l'enseignement occupe la moitié de l'année, donc le reste de l'année, il sera à disposition d'expériences que nous pourrons nourrir ensemble et donner au public notamment. Je pense aussi au traitement des données, aux humanités digitales, au data journalisme, qui est absolument essentiel pour nous en termes de développement, à la valorisation du patrimoine, ça a été rappelé, à quel point nous travaillons déjà sur les archives. On a vu le nombre de publications. Eh bien, dans les 2 millions d'heures, il y a encore quelques heures à utiliser. Il y a encore quelques travaux de recherche à faire aussi, ou simplement pour utiliser dans vos propres travaux. Et puis, bien sûr, nous nous engageons pour la promotion de la science. J'ai parlé d'avis d'experts et de ses développements, mais aussi la promotion de l'enseignement. Et je pense là aussi que cette collaboration peut être extrêmement féconde. Tout cela avec l'innovation, avec l'initiative pour l'innovation des médias que nous avons créée ensemble aussi, Université de Lausanne, de Genève, de Neuchâtel, avec les PFL, Ringier et la SSR, et qui existe maintenant depuis 2018 et qui va s'installer dans le bâtiment que vous avez sous les yeux. Nous vivons dans un monde de profonde transformation, comme j'ai eu l'occasion de le dire, en particulier dans le monde médiatique, mais aussi sociétal, politique, économique, environnemental et culturel. C'est bien sûr une banalité de le dire. La seule certitude que nous pouvons avoir, je crois, c'est que le monde est définitivement incertain.
La seule prévisibilité, c'est qu'il est définitivement imprévisible, alors que vous allez me dire comment survivre. Je crois qu'il y a 3 façons de survivre ou de s'exposer au danger. L'animal, en tout cas, en connaît 3. Fuir, faire le mort ou attaquer. Eh bien, nous, les animaux humains, nous pouvons aussi, face à la crise, face à la transformation, soit adapter une attitude de mort, refuser, fermer les yeux, attendre que ça passe, mais ça ne passera pas. Soit fuir et se réfugier peut-être dans le passé avec le risque de recommettre les erreurs que nous avons déjà commises. Soit alors, évidemment, d'attaquer, je veux dire par là, de se dresser face à la situation, d'empoigner la situation. Et croyez-moi, à la RTS, on est devenu maître en matière de gestion de crise et de profiter finalement de la crise pour, comme le judoka, épouser le mouvement de la crise et trouver dans la crise moyen de trouver un tremplin grâce à la créativité, à l'imagination, pour imaginer des solutions nouvelles. Et ce que je vous le dis là, c'est des choses vécues, et donc je m'autorise à vous le partager. Notre mission de service public, notre mission au service de la société, elle nous enjoint à donner au public tous les atouts nécessaires pour faire face, pour être capable de faire face dans ces situations de changement profond. Nous, en tant que médias de service public, nous devons essayer de donner constamment au public les moyens d'avoir de l'information, de la connaissance pour pouvoir affronter le monde d'aujourd'hui et de demain. Nous devons nous adapter, comme vous l'avez vu, pour être capable de toucher tous les publics. Un service public qui ne sait pas toucher tous les publics est un service public illégitime. Nous devons ensuite être capables de les rassembler autour de la marque RTS et ce faisant de bâtir des ponts entre ces publics et ces communautés qui parfois ne se parlent pas. Parce qu'à la fin, il faut contribuer à faire société. Alors ce projet pour la société, ce projet, nous ne pouvons pas le réaliser seuls. Nous devons le réaliser avec toutes les parties prenantes et notamment avec vous, les universités et hautes écoles de Suisse romande. Quitter le site clos de la Sala, comme je disais, à l'écart, venir ici, dans votre écosystème, vous rejoindre pour travailler avec vous, pour vous rapprocher de vous et développer avec vous les contenus, les distributions, les outils dont nous aurons besoin pour continuer notre mission de service public. C'est un magnifique projet d'avenir pour la RTS et je crois que c'est un véritable projet pour la société que nous servons. Alors je me réjouis de venir construire des ponts avec vous et je vous remercie beaucoup.